Salut à tous, nous avons un phénomène français qui risque d'être le premier choix de la prochaine draft NBA. Et rien que ça mérite d'essayer de se projeter un peu sur ces Spurs de Wembanyama. Et on sort effectivement d'une saison quand même passionnante, où il y avait une instabilité à l'ouest, où vraiment la hiérarchie a été vraiment très longue à se dégager. Après, les Nuggets sont un peu roulés sur les playoffs. Parce que finalement, la seule équipe qui les aura un poil inquiétés, c'est les Suns. Et encore, ils n'ont pas vraiment tremblé. En face, Miami a fait ce qu'il pouvait. Et puis, voilà, comme ça, on bascule vers la suite. La suite, donc, c'est vraiment orienté autour des Spurs. Dans ce que je vais vous proposer, les Spurs qui sont en mode reconstruction depuis, allez, on va pas être méchant, quelques années. En vérité, pour moi, il y a des gros atermoiements depuis le départ de Kawhi Leonard. Et il y a ainsi une petite génération sympathique qui a été constituée par la draft, avec le noyau qu'on vient de voir un poil défiler. Il y a quelques pièces rapportées, mais il y a un noyau Keldon Johnson, Devin Vassell, le petit Trey Jones, mine de rien, Jeremy Sohan, l'année dernière, drafté. Et ça va offrir beaucoup de place aux Spurs pour les années à venir, dans le cap space, j'entends. Et rien que ça peut susciter plein de fantasmes. Bon, dans une NBA où on a plus ou moins la certitude que les Suns ont réalisé un blockbuster trade de dingo, puisque les Suns ont réussi à avoir Bradley Beal en échange de 3 cacahuètes, si on considère que Chris Paul va être coupé, ou alors on va lui trouver une autre équipe. Enfin, avec le salaire, c'est quand même compliqué d'arriver à équilibrer. Donc j'ai peu de doutes sur le fait que les Washington Wizards seront les vrais perdants de ce trade. LeBron James, LeBron James, tu crois pas que tu vas partir à la retraite quand même? 38 ou 39 ans, c'est quoi? Franchement. Donc on a quelques grands noms aussi qui veulent quitter. J'interdis aussi à PJ Tucker de partir. Ça, c'est un petit veto des Sixers. Puis après, voilà, on a des retraites parfois plus surprenantes. C'est marrant, hein, Josh Primo. C'était d'ailleurs un rookie des Spurs. Bryn Forbes, un ancien des Spurs, c'est marrant. Puis regardez, dans les retraites du staff, le jeu va nous faire le coup habituel. Bah ouais, bien sûr, Greg Popovich, après 32 années en NBA, se retire. Bah non. Moi, j'ai décidé que non, en fait, parce que Greg Popovich est très excité par le projet Wembanyama, donc il va rester. Melo a son maillot retiré du côté des Nuggets, où il a, c'est vrai, fait de très belles années. Et puis, je réfute tout changement dans la ligue. On a l'habitude qu'on nous propose des changements. Ça, c'est quand même pas mal fait. Faut quand même l'avouer. Voilà, on va donc se projeter surtout vers la loterie. Alors, la loterie, c'est compliqué parce que vous n'aurez jamais l'ordre que vous avez dans la réalité quand vous simulez. C'est normal, il y a tellement de parts d'aléatoires dans cette loterie. Donc, plutôt que recommencer 15 fois pour avoir ce qu'il faut, je ne suis pas certain d'avoir d'ailleurs, j'ai lancé une fois la loterie, puis ensuite je vais faire tout un tas de petits échanges pour remettre les choses dans l'ordre. Comme ça, on démarre la partie avec le bon ordre. Le bon ordre, c'est premier, les Spurs, deuxième, les Hornets, troisième, les Blazers, quatrième, les Rockets, etc. Une petite blague en passant. Non, je crois qu'on va pas prendre Wembanyama, parce qu'en fait, il a l'air de se blesser super souvent. C'est cela, oui, bien sûr. Donc, quelques ajustements plus tard. Je parle pas d'édition, bien sûr, je parle de juste avoir remis les tours de draft, à l'endroit. Décidément, ça m'a chamboulé, cette histoire de préparateur physique qui diagnostique des problèmes physiques pour Wembanyama. J'ai pris la database de Your Honky Friend sur PC. C'est celle qui était chargée le plus souvent. Moi, je la prenais déjà depuis plusieurs années alors qu'elle n'était pas
celle qui était la plus fréquemment téléchargée, mais bon, apparemment, elle l'a emporté dans la communauté. Les équipes investissent des millions sur les joueurs draftés. On comprend donc qu'elle se soit montrée nerveuse face à la blessure à l'abdomen. Cette fois-ci, il y a le dos et à l'abdomen de Victor Wembanyama. C'est cela, oui, bien sûr. Donc, écoutez, j'ai pas le moindre doute. C'est vrai qu'on aurait mal imaginé les Spurs dire non, on va renoncer. On va renoncer à Victor, hein, bien sûr. Alors, Brandon Miller, par contre, ça c'est une petite surprise, puisqu'on attendait plutôt Scoot Henderson en 2. Ce qui est marrant en plus, c'est que Portland draft Scoot Henderson. Alors, normalement, ça s'accompagnerait d'un trade de Lillard. Parce que sinon, il y a aussi Anthony Simons qui est pas content au moment où on lui pique du temps de jeu en prenant un super rookie au poste 1. Bon, bref, vous l'avez compris, tout ça, je n'ai pas voulu le faire moi-même. Amen Thompson du côté des Rockets, ça par contre, c'est plutôt cool. J'ai pas voulu le faire moi-même, j'ai laissé le jeu décider. Et en fait, c'est souvent un fiasco, hein, quand vous laissez le jeu faire. Mais bon, après, j'avais pas envie d'intervenir en tout et pour tout. Peut-être une prochaine fois, on draftera pour de vrai. Mais bon, bref. Il faudrait avoir les classes de draft complètes pour cela, et ce n'est pas le cas. Donc, qui a été pris? Jett Howard, un poste 3-2-4 en 5e position. Ensuite, il y a Nick Smith au Magic, un arrière. Taylor Hendricks aux Pacers, un poste 4. Jordan Hawkins, arrière. Keontae George, celui-là on l'a déjà vu traîner dans les classes de draft. Et Cam Whitmore pour boucler le top 10. Ensuite, en 11, Lively, puis Whitehead, celui-là aussi on l'a déjà vu traîner du côté d'OKC. Et voilà qui achève les lottery picks. On va confirmer. On va confirmer Victor, bien sûr. En deuxième tour, il y avait ce Arthur Kaluma qui sort à 69 d'overall, qui paraît avoir un potentiel de malade. Donc je vais confirmer, sait-on jamais. Peut-être que ça s'avérera être un steal total. En l'occurrence, Victor ne l'est pas, puisqu'on me présente un potentiel absolument catastrophique. Alors des fois, c'est une erreur d'affichage. Je suis allé vérifier. Ça va. Il a un haut potentiel. C'était donc uniquement une erreur d'affichage du jeu sur cet écran-là. L'écran immédiat après signature de rookie n'est pas forcément super fiable. Bon, des fois il l'est, hein, mais pas cette fois-ci. Donc, moi, évidemment, je vais construire autour de Victor. Et ce qu'il faut vraiment décider, c'est si on cherche à gagner vite ou si on accepte de construire par la draft ou par, on va dire, une construction d'équipe raisonnable. C'est-à-dire que, par exemple, je ne vais pas aller chercher James Harden, même si j'en aurais le potentiel financier. Je ne vais surtout pas aller chercher Harden. En vérité, vous avez vu, j'ai activé l'option de Devin Vassell. Évidemment que je compte sur lui. Je compte peut-être pas trop sur Romeo Langford. Par contre, je compte beaucoup sur Trey Jones, qui lui va devoir être re-signé à cette intersaison à l'été 2023. Donc Trey Jones, prolongation à venir. Et on attaque déjà le moratoire. Moratoire sur lequel je repère quelques petites choses. Il y a pas mal de bons joueurs dispo en vérité, hein, si vous voulez être opérationnel de suite. Moi, je vois qu'il y a quelqu'un qui nous manque. C'est un de mes chouchous, disons-le clairement. Jonathan Isaac. On n'attend pas grand-chose de toi. Je vais tanker, probablement, la première saison. Ou si je vais pas tanker, je vais me satisfaire d'un top 10 à la draft suivante. Et donc, je n'ai pas besoin d'avoir spécialement de scoreur. On va plutôt mettre en place une culture de défense. Et pour cela, quoi de tel que Jonathan Isaac? Pourquoi? Parce qu'en fait, outre Wembanyama, sur lequel on peut avoir des petites interrogations sur l'adaptation à la NBA. J'ai dit un gros mot, hein, sûrement, à l'instant. Donc voilà, désolé pour ceux que j'ai choqués. Toutefois, il suffit de regarder, par exemple, la finale de championnat de France face à Monaco pour s'apercevoir que peut-être que Victor se fera bouger quand même au début. Il va se renforcer,
il va travailler, il va progresser, tout ce que vous voulez, mais il va sûrement se faire bouger. Et je pense que c'est pas mal d'entourer, par exemple, par quelqu'un comme Jonathan Isaac, qui aura une présence poste 3, poste 4 assez positive. Je ne signe jamais, vous voyez, Trey Jones, sur lequel je garde les cap hold, mais je ne signe pas maintenant, parce que sinon, bug du jeu, en général, le mec va accepter une qualifying offer, et il va pas vous re-signer le contrat que vous voulez. Par contre, une fois que le moratoire est terminé, là oui, on peut y aller, et on peut lui proposer ce qu'on a à lui proposer. Moi, c'est une prolongation longue que je veux pour lui. On me permet pas 5 ans, pourtant il y a les droits Birds, mais bon, peu importe. On me permet 4 ans, donc je vais donner 4 ans. 4 ans sur Trey Jones, et à 12 millions environ la saison. Ça paraît, au pire, ça paraît pas scandaleux, parce qu'au pire, pour un bon joueur autour de 80, comme ça, le trade à 12 millions se passe tous les jours. Donc ça va mettre quelques jours, il réfléchit, il n'est pas forcément enclin à signer tout de suite. Vous avez vu, il y a des petits joueurs sympathiques qui restent encore sans contrat, ils sont free agent. Trey Jones donc accepte quelques jours plus tard, et vous voyez que en termes de nombre de joueurs, c'est en haut à droite MJ, AI, AFP. On n'est pas très très loin déjà d'avoir notre compte de joueurs. Donc il y a tout petit peu à compléter, mais à ce stade-là, on a Trey Jones, on a Devonte Graham, l'ex de Pelicans, le petit Blake Wesley, pourquoi pas, le petit Malachi Branham, pas mal Branham. À voir, ça peut peut-être se développer. Après, il y a Keldon Johnson, bon, ok, John Isaac. Après, il y a le contrat boulet de Doug McDermott, j'ai même pas voulu cliquer dessus, puisque j'enrage depuis 3 ans. Et Jeremy Sohan, qui aura vraiment du temps de jeu au poste 4. Après, c'est rigolo parce qu'il y a le petit Charles Bassey, transfuge de Sixers, qui est particulièrement mécontent. Le pauvre, on lui a rien fait. On lui a rien fait. San Antonio, j'en ai assez. J'ai bien l'intention de changer d'équipe à l'intersaison. Il faut se calmer, mon grand, parce que là, pour le moment, on a rien fait avec toi. Au pire, on aura Kem Birch qui fera le boulot. Donc, tout va très très bien. Puis, vous voyez, il y aura vraiment du cap space à l'été 2024. Puisqu'à ce stade-là, j'ai même encore de la place sous le cap. 68 millions, bon ok, il faudra refiler un beau contrat à Vassell dans les 20-25 millions probablement, si le mec poursuit ses promesses. Après, il y aura Sohan, sur lequel il y aura une année à 5,57, mais ça laissera sûrement 30 millions. Donc si jamais on voulait taper un grand coup, oui, parce que fin de contrat de Kem Birch et Doug McDermott, si on voulait taper un grand coup à l'été 2024, ben, il n'y aurait pas de problème pour accélérer un petit peu la croissance de cette équipe-là. Mais je vous le dis, je suis parti, moi, pour plutôt laisser les choses se faire et, sauf très rares exceptions, construire sur la draft. Keldon Johnson est donc avancé plutôt rapidement. Trey Jones aura donc le poste de titulaire, je crois que je l'ai dit. Devin Vassell, ou alors je l'ai sous-entendu, Devin Vassell sera évidemment la 3e option de l'équipe. Cet arrière assez prolifique quand tout va bien. Qui n'est pas mauvais défenseur. Keldon Johnson sera la 2e option. Isaac sortira du banc. Sohan aura l'honneur de commencer les matchs. Et Wembanyama, bien sûr, sera la première option offensive. Faut tenter, voilà, c'est mon petit choix. Et donc, en fait, voilà, je choisis pas de faire all-in avec tout le cap space de l'été 2023. Je choisis plutôt de laisser passer une année. Des fois qu'il y a un rookie dans le top 10 de la draft suivante qui puisse améliorer l'ordinaire de cette équipe et en terminer en fait la construction. Donc c'est ça un petit peu. En attendant, regardez, j'avais l'argent pour Oubre. Je vais plutôt chercher un joueur qui sera moins gourmand en termes de temps de jeu. Cam Reddish n'a pas été re-signé. Et bien écoutez, dans ce cas-là, on va se jeter sur lui. On va lui proposer un long contrat, parce que c'est un joueur qui sera fiable, il sera bon défenseur. Il fera ce qu'il faut. Vous savez que c'est un de mes chouchous également. Donc Isaac Reddish, c'est la famille. Et j'ai très très confiance. Je sais qu'avec ce type de joueur-là, on n'aura pas de problème de morale et on aura une certaine fiabilité. On chope la classe 2024 de Your Hunky Friend pour être dans la continuité de la 2023.
Et c'est parti, il va y avoir les camps d'entraînement. Alors, évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, donc je suis en cohérence. Je pense que Wembanyama peut se faire bouger dans ses premières années en NBA, qualité athlétique donc, sur le camp d'entraînement. Donc je pense que les Spurs n'auront comme priorité que de s'assurer de la pérennité de sa santé et de son impact physique progressif. Donc je pense que c'est une relative évidence. Ensuite, j'ai choisi un camp d'arrière polyvalent pour Devin Vassell, qui est une des 3 options de l'équipe en attaque. En fait, je vais pas donner le 3e camp à Keldon Johnson, qui est déjà un joueur abouti, qui est déjà à 25 points par match, 20-25, en tout cas, ça pose pas de soucis. C'est plutôt sur Jeremy Sohan, le 4e homme de l'équipe, avec Troy Jones à égalité, je dirais, en termes d'importance, qu'on va miser, parce que c'est un poste 4 qui est assez polyvalent et qui a une vision du jeu, et je voulais insister en fait sur ce point fort, sur ses qualités en fait, ses qualités qui sont pas du tout celles d'un intérieur rugueux, mais peut-être plutôt celles de quelqu'un qui s'écarte, qui va faire preuve d'intelligence, etc., etc. Éduqué à la sauce Spurs, on passe donc l'intersaison est terminée, et on va construire notre rotation avancée sur les bases de ce que j'ai dit juste avant. Alors j'ai un peu des problèmes avec ma manette, pour être franc. Il faudrait sûrement que j'en rachète une. Je joue sur PC, donc je joue avec une manette Xbox, et en fait, il y a certains moments où vous me voyez revenir en arrière, réparer des erreurs quand je fais mes rotations avancées. Peut-être les plus les plus observateurs, ils ont remarqué ça des fois. Et c'est parce qu'en fait, j'ai mon Y là, et puis le pad de gauche là qui déconne un peu, et du coup ça génère des erreurs. Après il y a aussi des fois où on réfléchit, on change des choses. Regardez, Graham, Branham, Reddish, Bessie sortent du banc pour un temps relativement limité, et Isaac par contre aura un rôle majeur en sortie de banc, puisqu'il sera même chargé de terminer les matchs. Voilà, je fais confiance à sa rugosité. On sera toujours à même de changer cette rotation si on voit qu'il y a moyen de tanker léger tout en n'ayant pas vraiment l'air. Enfin bref, c'est pas très clair ce que j'ai dit là. Mais on s'est compris. Des fois, vous pouvez basculer top 10 de la draft suivante, alors que sinon vous seriez 13 ou 14e, et puis finalement vous auriez rien gagné de plus. Donc on verra si à un moment donné il n'y a pas un petit tanking discret. En tout cas, je pars dans cet esprit-là. On va quand même imprimer une grosse culture défensive dès le départ, parce que regardez, avec un coach défensif comme Pop, les joueurs ne sont pas adaptés du tout. Le système de défense ne marche pas. Ce qui marcherait, c'est équilibré, vitesse et espace. Et ce qui marcherait aussi, c'est jeu de loin. Je pense pas qu'on va se mettre à balancer les 3 points dans tous les sens. Donc, ouais, jeu au poste, pourquoi pas. Ça pourrait le faire, peut-être. 7 secondes, oui, mais bien sûr. Bien sûr, on est une équipe jeune, on est une équipe qui court, on est une équipe capable de jouer très très rapidement. Alors, comme j'hésite, je vais pencher pour équilibrer. C'est-à-dire que je fais un non-choix, et au moins j'ai presque du vert partout, en tout cas, presque du vert clair. Voilà. Donc, ensuite, l'entraînement collectif, je vous disais, première saison, défense. Et puis, comme ça, on fait gagner des petits points un peu partout dans les secteurs défensifs à notre équipe. Et comme ça, comme par hasard, en saison 2, du coup, ce sera la saison 2024-2025, la saison d'après, on va se retrouver avec des mecs qui sont capables d'aligner les stops défensifs en play-off. Donc moi, j'ai remarqué, c'est un truc qui marche, c'est presque une martingale sur NBA 2K. Si tu cultives bien ta défense, tu auras la vérification de la petite formule là que vous connaissez sûrement. L'attaque fait gagner des matchs et la défense fait gagner des titres. Voilà, donc le petit principe d'entraînement aussi, toujours le même, polyvalence. On est dans une NBA que j'aime où j'aime que les joueurs soient relativement polyvalents, pas trop quand même non plus, sur les switches défensifs. On sait que ça nous énerve certains là parmi vous, et puis c'est mon cas aussi. Les équipes
qui change trop systématiquement. Ce ne sera pas le cas ici. Mais en revanche, voilà, une certaine polyvalence, oui, certainement. Certainement, donc on travaille aussi toujours dans ce sens-là. Voilà, on va être prêt à lancer. Je vous ai épargné le mentorat, je vous ai montré aussi que mon entraînement dédié aux 5 joueurs majeurs, du 5 majeur, pardon, et tout en sachant que j'ai appliqué à peu près les mêmes principes pour l'ensemble de l'effectif, à commencer par Isaac Graham, etc., etc. Les Knicks se profilent donc à l'horizon, avec une incertitude totale sur la valeur de cette équipe que j'ai montée. Je ne sais pas en fait si on va être en capacité de dominer plus que je ne le crois, ou si au contraire on va se retrouver assez ridicule, manette en main ou même en simulation. Donc inconnu total. Après voilà, mon projet étant de construire une équipe sur 2 ans pour être compétitif et pour donc peut-être chercher encore un joueur supplémentaire. Il n'y a pas de pression réelle. En face, les Knicks n'ont pas beaucoup changé. Brunson, Grimes, RJ Barrett, Randall et Mitchell Robinson constituent le 5 majeur. Je sais qu'il y a Quickly qui sort du banc. Et cette équipe est relativement solide. J'ai toujours pas vu de minutes de Evan Fournier qui a l'air d'être benché comme il l'était sur toute une partie de la saison passée. Allez, Bala Brunson. Déjà, évaluons nos capacités défensives. Ça flotte par moment, ça solidifie le rebond, et après on est capable d'aller en contre-attaque, et les passes sont pas précises. Heureusement, on a regardé notre contreur maison, en la personne de Victor. Non, j'ai beaucoup joué pour lui, on a regardé des systèmes qui pourraient lui correspondre. Voilà, ici par exemple, hop, vers le cercle en profitant d'un écran sur Mitchell Robinson. Travail de près sur Hartenstein en ISO. Après voilà, dissuasion du pivot des Knicks, remplaçant. Et ce qui va surtout ressortir de ce match-là, c'est qu'on n'est pas prêt du tout. On n'est pas prêt, on se fait avoir sur du jeu rapide. On est relativement inexistant en attaque, faute de jeu suffisamment posé, et après en défense, dès lors que l'adversaire commence à avoir un peu d'adresse, pour nous c'est une calamité parce que l'adresse, moi j'ai eu du mal à la trouver, et ce sont j'ai foi en les joueurs qui constituent cette équipe. Par contre, je suis assez dubitatif sur son efficacité immédiate, surtout manette en main. Je trouve que des fois on est assez puni, je dirais, en termes d'adresse sur ce jeu. Donc temps mort relativement rapide parce qu'il y a déjà le feu, et on n'arrivera pas à remonter dans ce match là. Il y a des fois où on arrive, on le sait, mais il faut attendre qu'il y ait plus d'alchimie, je dirais, d'alchimie d'équipe, pour pouvoir voir les petits comebacks comme j'ai pu vous montrer déjà dans la dernière vidéo. Donc on essaie plutôt de trouver des petites positions. Victor qui se teste à 3 points. Il en a aussi raté, je précise. On a aussi des petites séquences touquées sur lesquelles on se fait complètement partouzer. Il y a le panier qui est offert pour le pivot adverse en l'occurrence. Voilà, un peu de 3 points. J'étais content d'arriver à trouver un tout petit peu d'adresse sur la fin, parce que là ça a été vraiment très très compliqué de loin. Knicks après, c'est une équipe assez honnête, on regardera un peu plus tard quel peut être leur classement à l'Est. Je vais avancer d'une quarantaine de matchs déjà dans cet épisode. L'objectif étant d'avancer assez vite, pas jouer trop de matchs, et pour avoir une idée assez rapide de comment les choses évoluent. Donc elles évoluent pas trop mal pour les débuts de Wembanyama. Après pour le reste, c'était un peu short sur le premier match. Donc grosse simulation à suivre. Voilà, Orlando, plutôt une proie facile. Portland, a priori aussi une équipe qu'on doit pouvoir arriver à prendre. Et puis on va osciller comme ça entre des victoires et des défaites suivant le profil de l'équipe adverse. Voilà, par exemple, on se fait tuer par Doncic et compagnie. Les Kings, est-ce que les Kings peuvent jouer encore les premiers rôles une saison après avoir été bons?
Apparemment c'est pas parti pour dans l'immédiat. Mais bon, premier match, c'est jamais vraiment significatif. Moi, ce que je voudrais voir, c'est si Trey Jones peut ou pas assumer un poste de titulaire au poste 1. Est-ce qu'il va pouvoir être notre titulaire poste 1 pour aller loin en playoff? Voilà, c'est ma question. Parce que autant sur Keldon Johnson, j'ai aucun doute. Je suis plutôt optimiste sur Devin Vassell. Je suis évidemment très optimiste sur Wembanyama. J'ose espérer que la doublette Sohan-Isaac peut faire le job sur le poste 4. Je pense également que des apports du banc comme Branham, Cam Reddish peuvent sur les postes 2 et 3 tout à fait faire le boulot. Après, c'est vraiment au poste 1 que j'ai les gros doutes avec ma petite doublette de meneur. Voilà, vous voyez, ça avance. Il y a des fois où on est en perdition offensivement. Vous voyez les 78 points simulés face aux Hawks. On avait aussi inscrit que 82 en simu face aux Lakers. Et puis là, il y a un petit match serré là en simcast. Je simcast tout. Quand vous voyez, je simule pas les matchs. Je les simcast. Puis parfois, s'il y a quelque chose qui se passe, voilà, attention, voilà, on a fait gaffe au cut. Du coup, Vassell a piqué la balle ensuite à Aaron Gordon. Il y a ici voilà une petite fin de match sympathique à jouer face aux Nuggets. Les Nuggets de Niko Jokic, qui a la balle. Et ouais, alors là j'aime bien parce qu'il y a des petites séquences défensives là de Devin Vassell qui sont assez sympas. Et derrière, on essaie de trouver des positions, pas toujours évident, parce que des fois ça switch pas mal en défense. Ici, on arrive à travailler après quelques feintes avec Wembanyama sur Niko Jokic. Je fais toujours gaffe aux cuts qu'il y a dans le dos de la défense, parce que Denver, c'est une équipe qui adore faire des cuts, y compris dans le jeu, et au moins éviter les paniers faciles. Voilà, bien joué. Quel contre de Wembanyama. Il déçoit pas, le bougre. Il déçoit pas dès le départ. Après le panier facile en contre-attaque de Jeremy Sohan. Il déçoit pas du tout. C'est vraiment le pivot potentiellement dominant qu'on peut imaginer. Allez, mon grand. Alors, ça aurait été la panoplie parfaite s'il nous sort des bonnes défenses et qu'après il clôt le match à 3 points. Donc, il va falloir encore une fois, allez, petite aide ici sur Nico qui était face à Cam Reddish, que j'ai fait rentrer un petit peu parce qu'il avait plus le profil en compagnie de Keldon Johnson en cette fin de match pour éliminer les solutions offensives de Denver, type Gordon. Voilà. C'est dommage parce qu'il y a des beaux appels, il y a des jolies constructions qui se font. Après, il n'y a pas toujours la réussite. Allez, Trey Jones qui, ici, va contester en 2 temps le panier près du cercle de Jamal Murray. Ça se terminera donc au lancer franc. On est dans le fall game. Et celui-là, on va par contre le maîtriser sans problème. Donc, un apport au scoring. On va bientôt voir des stats intermédiaires sur la contribution de chacun. Mais c'est cool de prendre ce match. Après, voilà. Ce qui va compter, c'est vraiment ce qu'on observe sur la longueur. Et quand même, voilà, des débuts assez prometteurs pour Wembanyama. C'est pas mal du tout ça. Encore une fois, bon, les points, c'est pas la seule chose qu'on peut regarder. C'est surtout ce qu'il fait comme dissuasion. Si ce sont d'autres qui marquent, et bien tant mieux. On a eu du bon Jokic, insuffisant sur ce match-là. Nuggets qui font pas d'ailleurs un très très bon début de saison à l'ouest dans cette partie. Pourtant, ils se sont pas vraiment affaiblis à l'été, mais bon, voilà. Il faut croire que le jeu ne les prend pas suffisamment au sérieux, peut-être. Le Thunder, qui à ce stade-là caracole, enfin, est en tête de l'Ouest, et des moyennes déjà honorables pour Wembanyama, avec 18, 13, et presque 2 passes, quasiment 2 contres, des contributions pour le coup assez sympas de Keldon Johnson, Vassell, Sohan, on regardera un petit peu plus loin. Pour ce qui est du banc, on attend que ce soit un peu plus parlant. Qu'est-ce que j'ai eu comme blessure? Je fais du montage, donc on essaie d'aller un peu à l'essentiel.
Les blessures significatives, ça a été quelques matchs pour Keldon Johnson par-ci, par-là. Vassell n'a jamais été blessé, Trey Jones non plus. Isaac nous a manqué pendant 2-3 semaines à un moment donné. Et puis sur le poste de pivot sorti du banc, vous voyez ici par exemple, c'était un exemple où Kem Birch avait eu des minutes. Pourquoi ? Parce que de temps en temps, il y a une petite blessure de Charles Bassey. Voilà. Pas grand chose à signaler. Après, entre Kem Birch et Bassey, honnêtement, il n'y a pas une différence fondamentale. Ok, d'accord, ils n'ont pas les mêmes caractéristiques exactement, mais ça reste quand même du pivot rim runner sur lequel on va juste attendre un rôle défensif un petit peu et un rôle de rebondeur, voilà. Donc il n'y a pas d'impact particulier. Par contre, je remarque qu'offensivement déjà, il y a une vraie différence suivant que Keldon Johnson fait un gros match ou pas. C'est vraiment un gros contributeur de l'équipe. Bon, on est en ligne de ce qu'on connaît en NBA. Hein. Keldon Johnson a eu, par exemple, la saison dernière, l'occasion de pouvoir noircir les lignes de stats, surtout depuis le départ de DeJounte Murray, et où il y avait vraiment besoin de quelqu'un, et puis il avait des tickets assez fréquents. Après, du coup, peu à peu, il a attiré de bons défenseurs à lui, et bon, bah, il grandit. C'est un joueur qui grandit, Keldon Johnson. On est pas mal au bout de 23 matchs. En fait, je ne m'attendais absolument pas à ce début de saison-là. Je m'attendais limite à l'inverse. Plutôt 7-19 ou 16-7, pardon. Plutôt 7-16 que 16-7. Hein, pour être précis. Donc, toujours 3 contributeurs. Sohan et Jones qui sont pas ridicules tout en n'étant pas prédominants. On continue. Ça gagne du match. Hein. Là, on est sur encore une série de 3 victoires. Kings, heureusement, j'ai envie de dire heureusement, bah oui, parce que moi j'espérais pas forcément ce bilan-là. Donc heureusement les Kings viennent un peu nous stopper. Après, on se venge quelques jours plus tard. Tiens, Portland, c'est intéressant. Intéressant Portland parce que regardez, c'est l'équipe dans laquelle il y a le concurrent direct pour la draft. C'est Scoot Henderson, concurrent de Victor, qui fait un très gros match la première fois où on les croise à 33 points. Apparemment, ils les ont associés avec Lillard sur le backcourt. Et Wembanyama, pas ridicule, mais bon, on perd ce match-là dans la foulée. Petite revanche à l'arrache, avec cette fois-ci encore une belle ligne de stats pour l'ami Victor, pendant que Wembanyama a été relativement... non, Victor a été bon, pardon, et Scoot Henderson a été muselé. Donc bon, voilà, ça va, ça vient, il y a un peu d'aléatoire, je veux quand même pas non plus surcommenter tout ce qui est ultra aléatoire, faut être un peu sérieux par rapport à ça. Les Bucks, tiens, on bat les Bucks, décidément. Étonnant, toujours. 2 tiers de victoire à ce stade-là, je suis assez surpris. Ça continue. On arrive en fin d'année civile. Ici, avec... Bon, le Jazz est une victime annoncée hein, pour quasiment chaque confrontation. Je crois qu'ils ont un bilan qui est totalement désastreux à ce stade-là de environ 3 victoires et 30 défaites. Quoi. C'est un truc de dingo. On est dans le tanking ultime du côté de Utah dans cette partie. Victor, toujours bonne stat, 20 points, 13 rebonds, voilà, on reste dans les mêmes standards, plus de 2 contre. Keldon Johnson, Devin Vassell, de toute façon, plus on avance, plus les stats sont basées sur un échantillon grand, et donc plus c'est parlant. On est déjà au 1er janvier maintenant, et je vais encore avancer de quelques matchs. On va aller jusqu'au 24 janvier. Je m'arrêterai là. On va aller au 24 janvier parce que en face de nous, le 24 janvier, il y aura une équipe dont on va toucher un petit mot, c'est Miami. Là, il y a une double confrontation espacée d'une confrontation Grizzlies contre les Celtics qui se passe mal. On se fait bien taper par les Celtics, vous allez voir 2 fois d'affilée, je mini-spoil. Et pas étonnant, ce qui m'aurait étonné, c'est d'en prendre un. Mais voilà, après on est toujours dans la même logique.
Travail défensif, et voir que la statistique d'équipe juste après va venir confirmer cela. Relative faiblesse offensive, c'est logique, on n'a pas exactement recruté ce qu'il fallait pour avoir une équipe très offensive, donc aucune surprise là encore. Tiens, un petit coucou là en jouant contre les Rockets en leur mettant 30 points à Amen Thompson, qui est quelqu'un qu'on va regarder en NBA, sans connaître au moment où je parle la place à laquelle il sera choisi, ni même du coup la franchise, mais Amen Thompson, quelqu'un qui a de la hype. Dans la foulée, tiens, Doncic nous remet la misère. Les Wizards, peut-être plutôt une victime en vue, voilà. On leur met 20 points. Et puis les Sixers, vous avez battu une fois. On va voir s'ils prennent leur revanche. Oui, ce sera le cas. Embiid a un peu piétiné l'équipe sur ce coup-là. On continue pour aller au-delà de la quarantaine de matchs. Voilà. On est sur une défaite face aux Pistons. Et on va conclure la simulation avec une victoire face aux Cavs. Voilà. Bilan donc 28 et 16 sur 44 matchs à l'ouest. On est pas mal classé. Donc ça sentirait plutôt les playoffs que l'inverse. Ça pourrait encore y avoir un effondrement, mais c'est la surprise du moment. Playoffs pour les Spurs en vue. Et que dire, sinon que les bilans d'équipe après m'intéressent pas mal. Donc c'est parti. Toujours le petit truc pour 100 possessions, là, moi ça m'intéresse. Juste un mot, voilà, le Miami Heat caracole en tête de l'Est. Un bilan exceptionnel, hein. Ils écrasent tout sur leur passage. Bon, intéressant. Je pencherai peut-être sur le Miami Heat à un autre moment. Miami Heat, 7e attaque et 2e défense. Donc les stats d'équipe évidemment viennent le confirmer. Quant à nous, offensivement, on est à la ramasse. Je vous l'avais un peu dit. Ramasse à un point déjà quand même assez grave. Hein. 28e évaluation offensive pour les Spurs. Sachant que seuls les Pistons et le Jazz font pire. Et par contre, défensivement, c'est plus du tout la même histoire. Meilleure efficacité défensive, suivi par le Heat, avec un gros gap. Après, sur le 3e, les Hawks, Sixers, Celtics, etc. Donc, au niveau individuel, ça va nous donner vingtaine de points, 12 rebonds, 2 passes, 2 contres, une interception. Fait une super saison, le Victor, en 33 minutes environ. 33 minutes, ça laisse à la fois de la marge pour progresser sur les stats, et c'est quand même déjà peut-être digne d'un Rookie of the Year. On verra ça un petit peu plus loin dans la saison. La deuxième option offensive, Keldon Johnson, est à la hauteur des attentes, avec un peu plus de 18 points, avec des niveaux d'efficacité qui sont satisfaisants à 40% à 3 points notamment. Après, Devin Vassell à 37% à 3 points, je reste un tout petit peu sur ma faim, mais ça reste correct. Il devrait progresser, Devin Vassell. Après, Jeremy Sohan, c'est pas mal, mais on peut pas dire non plus qu'il casse tout. Après, il n'est pas dans les 3 meilleures options de l'année, donc peut-être relativiser, non plus pas être trop déçu. Trey Jones peut-être moi j'aurais été un peu plus optimiste que cela sur Trey Jones. Je trouve qu'il n'apporte pas énormément. Peut-être qu'il deviendra futur backup meneur et non pas meneur titulaire si les choses vont à ce rythme-là. Jonathan Isaac en revanche fait ce pourquoi on l'a recruté, c'est-à-dire une grosse présence athlétique. Il y a du rebond notamment, et des interceptions et des contres. Cam Reddish fait aussi à peu près ce qu'on attend de lui à ce stade-là. Et Devonte Graham, avec un peu plus de 15 minutes par match, fait aussi approximativement ce qu'on attend.
Donc, pas de grief particulier. McDermott ne joue quasiment jamais. Malachi Branham a peu de temps de jeu, mais arrive quand même à progresser. Vous voyez, 77 en général, donc je suis assez content. Lui, je lui ai mis une intensité élevée à l'entraînement. Et puis après, pour ce qui est des pivots backup, Charles Bassey et Cam Birch font leur job sans qu'il y ait quoi que ce soit de plus à signaler. Arthur Kaluma a toujours un beau potentiel. Est-ce que ce potentiel va se concrétiser par une progression? On va voir. Auquel cas, on lui donnera un peu de temps de jeu. Mais là, vu que la saison se passe bien, je suis pas trop tenté pour le moment. Non, je pense que l'axe principal de cette équipe pour passer un cap la saison suivante, c'est d'aller chercher un meneur de belle envergure, on va dire. Alors, il y a tous ceux qui vont être protégés, hein, tous les agents libres protégés ou ceux sous option. Il y a aussi les vétérans, type Joe Holiday ou Chris Paul. Après voilà, un Cunningham, oui, Lonzo à la limite, ça peut se prendre. Mais par contre, il y en a d'autres, on ne touchera jamais. Hein. Cole Anthony, on n'y arrivera pas. On a vu juste avant la Melo Ball et compagnie. Voilà, donc soit des vétérans, soit des bonnes affaires autour de 80 ou un peu en dessous. La marge est pas énorme. Je trouve pas que là, on ait fait défiler des noms qui crèvent l'écran et qui soient une évidence absolue pour venir booster le roster. Donc, on verra de quelle façon est-ce qu'on peut arriver à se débrouiller. Mais voilà, c'est là-dessus vraiment que je vais réfléchir sur le renforcement au poste de meneur dans cette équipe qui quand même voilà, dépasse les attentes pour une première moitié de première saison. Bye bye, à plus bientôt la suite.